Et pour mieux parler, mesdames et messieurs, de l'accord de cessez-le-feu et de la fin de la guerre à Gaza, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil l'ambassadrice Wafa Bassim, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, parlez-nous de cet accord de cessez-le-feu et de fin de la guerre à Gaza. Quel est le contexte de cet accord? Nous le savons très bien que cet accord de première étape de la solution et du cessez-le-feu est le fruit de, je dirais, de 2 ans de négociations, de médiation, mais aussi de guerre atroce à Gaza. Finalement, les parties concernées ont pu, à Sharm el-Sheikh, notre ville de paix égyptienne, ont pu conclure cet accord après beaucoup d'efforts de médiation directe et indirecte qui se sont tenus pendant 3 jours à Gaza et qui ont été couronnés par cet accord préliminaire qui prévoit le retrait des forces ou le redéploiement des forces israéliennes et le retrait de quelques-unes de ces forces vers l'arrière pour que on puisse tout d'abord faire l'échange des prisonniers palestiniens et des otages israéliens qui sont ainsi que leurs dépouilles qui sont à Gaza. Oui. Même jusqu'à maintenant, on espère bien que cet accord au moins que cette première étape de cet accord sera conclue calmement, pacifiquement, sans problème, pour qu'on puisse voir qu'on puisse continuer ce processus que nous voyons avec beaucoup de prudence, mais d'optimisme aussi, qu'il puisse ouvrir la porte devant un processus qui aboutira à la paix et à la solution de ce conflit qui a duré des années, des décennies et qui a coûté des milliers de vies et de blessés. Quel était le rôle de l'Égypte pour aboutir à cet accord et quel serait son rôle pour la surveillance de l'application de cet accord? Pour le rôle d'aboutir à cet accord, l'Égypte n'a pas cessé, et je dirais même, c'est pas à partir il y a 2 ans, les efforts diplomatiques égyptiens n'ont jamais arrêté pour trouver une solution juste et durable pour une paix au Moyen-Orient basée sur le principe de 2 États, de 2 pays, 2 États. Mais, disons, à partir du 7 octobre, l'Égypte n'a pas cessé de pousser les différents partis à se retrouver, à se parler, à négocier, et que ce soit à partir d'une diplomatie bilatérale, multilatérale, faisant partie aussi des efforts de médiation, prenant des initiatives qui se sont, disons, qui ont été en forme ou sous la forme de plusieurs conférences qui se sont tenues non seulement en Égypte, mais partout, et l'Égypte y participait au plus haut niveau, comme nous l'avons vu. L'Égypte
c'est l'Égypte qui a semé les graines, disons, de cet accord qui maintenant est en train, nous l'espérons bien, de se réaliser. Et l'Égypte qui tient à avoir une réhabilitation rapide des conditions vraiment dramatiques, je dirais même tragiques, à Gaza, à travers la reconstruction, la réhabilitation, tout en gardant les habitants palestiniens de Gaza dans leur territoire. C'est les deux grands noms de l'Égypte, non, c'est-à-dire refus total de déplacement forcé des Palestiniens ou même ou la mise ou le redéploiement et la réoccupation des forces israéliennes et l'annexation de Gaza, et elle refuse aussi que ce soit que cette idée d'annexation soit étendue vers la Cisjordanie. L'Égypte vient en travaillant à Sharm el-Sheikh sur cet accord qui finalement a abouti à une première étape, nous l'espérons bien, d'un grand processus de paix, travailler en même temps par la présence de son ministre d'Affaires étrangères à Paris avec les partenaires internationaux mais aussi régionaux sur le jour d'après. Donc nous voulons que l'Égypte tienne à ce processus, que ce processus ne s'arrête pas à l'étape de l'échange des prisonniers et des otages, mais elle veut un processus continu pour réhabilitation, pour reconstruction, et elle a maintes fois lancé l'invitation d'une conférence internationale pour la reconstruction de Gaza qui devrait se tenir en Égypte. Et quels sont les défis auxquels sera confronté cet accord de paix et de fin de la guerre? Plusieurs défis, certainement. À quel point le gouvernement israélien et, disons, les deux parties, mais surtout le gouvernement israélien est prêt à respecter cet accord jusqu'au bout. Nous avons vu des signes qui étaient quand même, qui ont causé beaucoup de, disons, d'inquiétude de toutes parts quand tout d'abord il y a eu un retard pour la réunion du gouvernement israélien pour endorser l'accord, comme s'il y a eu des déclarations de la part de l'extrême droite dans le gouvernement israélien, qui est déjà un gouvernement de droite, qui voulait poser un veto sur l'accord jusqu'à l'arrivée des deux représentants américains et leur participation à la réunion du cabinet israélien. Il y a aussi le fait que jusqu'à ce moment, alors que nous parlons, nous n'avons pas encore les listes des prisonniers palestiniens qui seraient en échange avec les autres Israéliens et les dépouilles aussi. Il reste aussi à quel point la communauté internationale sera engagée mais réellement pour aider à la mise en œuvre de cette première étape, mais de toutes les étapes dont nous ne connaissons pas encore les détails,
mais à quel point la communauté internationale va exercer des pressions pour la mise en œuvre de cet accord. D'après vous, quelles sont les perspectives futures pour le processus de paix israélo-palestinien après cet accord de cessez-le-feu? Le cessez-du-feu n'est pas en lui seul un but. Le but, c'est une solution durable et qui permettrait au peuple égyptien, au peuple palestinien et israélien de vivre côte à côte en paix, avec un respect des deux peuples, avec une solution de deux États, dont un État palestinien avec une capitale à Jérusalem-Est. C'est le but final de ce processus. Mais après le cessez-le-feu ou avec le cessez-du-feu, l'échange des otages, il faut rapidement et sans retard trouver une solution pour la situation humanitaire extrêmement tragique des habitants de Gaza et ouvrir les portes et les passages pour la rentrée et l'acheminement des aides humanitaires, médicaux qui sont accumulés sur, disons, sur les passages fermés au point que cette aide est sujet parfois à la pourriture. Alors qu'il y a une situation de famine déclarée par les organisations internationales concernées. Donc, il y a ça, il y a aussi la situation humanitaire, le traitement des blessés et des malades, l'ouverture, la réouverture des écoles sous le patronage ou sous le contrôle de l'UNRWA et des autres organisations internationales, aussi reconstruire les hôpitaux, la continuation de la mise en œuvre de la première étape de l'accord, mais aussi faire part des étapes suivantes et mettre un programme qui soit clair et respecté pour la mise en œuvre des autres points sur cet accord. Et on s'attend bien sûr à un rôle plus grand de la part de l'Égypte. L'Égypte a un rôle très grand. Elle ne l'a pas cessé, nous avons vu, et ne le cessera jamais, même s'il nous coûte beaucoup. Et vous avez vu, cette situation a causé beaucoup de pertes sur le plan du canal de Suez, a pris ou a absorbé beaucoup d'efforts politiques, diplomatiques, où le chef de l'État lui-même était engagé tout le temps à toutes les étapes. L'Égypte ne céderait jamais à son devoir, mais aussi à son rôle, à sa foi et à sa croyance dans l'importance d'avoir un État palestinien viable et durable. Et elle continuera à travailler sur ce plan-là. On attend que l'Égypte aussi participe très activement dans la phase de réhabilitation rapide et pour l'aide humanitaire et le retour des Palestiniens à leur maison, leur ville, et puis commencera la phase de la reconstruction de Gaza. Et nous voyons maintenant les images
que nous voyons après le retrait partiel de certaines brigades israéliennes, nous voyons le taux de destruction qu'a subi les villes et les maisons, les rues, toute l'infrastructure palestinienne est maintenant à terre. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice Wafa Bassim. Je répète que vous êtes ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères et restant toujours optimiste concernant la question israélo-palestinienne. Mesdames et messieurs, presque aucun recoin de la bande de Gaza n'a été épargné par des bombardements incessants de l'armée israélienne qui pilonne le territoire palestinien depuis près de 2 ans. Les braises des bâtiments détruits fument en permanence sur l'enclave, dont 78% des bâtiments ont été endommagés et plus de la moitié complètement détruits, d'après la dernière évaluation de l'ONU. Et voici les images.